Alors, bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va parler des projets de transformation et notamment de transformation digitale. Et puis, on va tenter de comprendre comment on peut évaluer la capacité des équipes, des salariés à intégrer ce type de projet dans les entreprises. Et donc, pour ce faire, ce matin, nous sommes 4, moi-même, que vous connaissez, Margot qui travaille également chez Mayer Ashline et qui m'accompagne pour animer ce webinaire. Et je laisse les deux intervenants de Gianti Psychometrics se présenter. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous les deux et puis bonjour à tout le monde. Merci de vous être joints à ce webinaire. Merci à Mayer Ashline. Alors, tout d'abord, je suis Anthony et j'ai 28 ans dans le monde de l'évaluation. Plus exactement, on appelle ça techniquement la psychométrie. J'ai créé une entreprise il y a 20 ans qui s'appelait OPP, qui est Myers-Briggs Company. Et puis, je trouvais que sur le marché français, il manquait d'offres, c'est-à-dire qu'il y avait des outils qui ne correspondaient pas, enfin, plus exactement, il y avait des besoins RH qui n'étaient pas couverts par certains outils. Donc, je suis parti en Italie parce qu'il se trouve qu'on ne le sait pas, mais c'est un pays avec une forte culture en psychométrie. Et j'ai regardé les offres qui étaient proposées. Je suis revenu avec un catalogue de 15 outils et j'ai créé Giunti Psychometrics France il y a 6 mois. Ça marche. Voilà. Tu étais accompagné d'Anne-Laure. C'est ça. Bonjour à tous. Je suis psychologue du travail, consultante RH depuis plus de 20 ans et j'ai rejoint Giunti Psychometrics en tant que consultante. Super. Alors, je peux en dire deux mots du sondage ou Christophe. vas-y. Bon. Alors, juste avant le sondage, on va parler de la transformation digitale, des solutions à la pointe, des équipes à la traîne, éviter le décrochage. Et effectivement, avant de démarrer, on va profiter de ce que nous offre la technologie pour faire un sondage. Alors, le voici. Alors moi, je ne le vois pas à l'écran, mais j'imagine que vous le voyez. En tout cas, la question, c'est quel nouveau comportement, sentiment en lien avec la digitalisation post-Covid observez-vous? Et vous avez un ensemble de propositions et vous pouvez en choisir quelques-unes. Alors, j'imagine, Christophe, qu'on laisse… Oui, c'est bon, hein, les participants sont en train de voter. D'accord. C'est ça la magie de la technologie. Oui, il faut se laisser porter. Alors, quel nouveau comportement, sentiment en lien avec la digitalisation post-Covid observez-vous? Autonomie, sentiment de ne pas être à la hauteur, sentiment de surmenage, excitation, enthousiasme, résistance aux nouvelles techno ou d'autres facteurs? S'il y a d'autres facteurs, vous pouvez les préciser dans le chat. Allez, on laisse encore 10 secondes. Margot, tu peux partager les résultats. Voilà, donc le premier critère, premier comportement, sentiment le plus observé, c'est l'autonomie, le sentiment de surmenage et le sentiment de ne pas être à la hauteur. Finalement, la résistance aux nouvelles technologies arrive en 4e position. Intéressant. Nous, on ne voit pas à l'écran les résultats, mais on a bien noté que l'autonomie arrive en premier. En fait, on a, si j'en déduis ce qui apparaît, à la fois une opportunité qui s'affiche du fait de nouvelles technologies et à la fois un sentiment d'inconnu,
de ne pas maîtriser, de ne pas être à la hauteur. Finalement, le sondage, il reflète bien ce qu'on peut observer dans les organisations, c'est-à-dire des personnes qui trouvent que c'est une opportunité et d'autres qui pensent que c'est, si on fait référence à la SWOT analysis, une menace. Très bien. Mais, voyons à ce moment-là comment... Le sentiment de surmenage arrive quand même assez proche de l'autonomie en deuxième position. Je pense que de toute façon, c'est un sentiment qui est quasiment partagé par tout le monde post-Covid, ce sentiment de surmenage. Il n'est pas simplement lié au travail, il est lié à de multifacteurs, dont la crise sanitaire qui peut engendrer des répercussions directes au niveau de la motivation des salariés. Oui. Oui, et puis ce sont des critères qui ne sont pas nécessairement exclusifs. On peut ressentir à la fois un gain en termes d'autonomie, mais également un sentiment de surmenage. Voilà, il faut aussi, je pense, intégrer que ça peut être des sentiments contradictoires qui sont présents. Alors, oui, alors justement, donc, faisons une analyse. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui s'est véritablement passé concrètement avec la digitalisation. Et là, je vous propose de regarder cette étude qui révèle que l'augmentation de la digitalisation sur les produits et services sur les différents continents a été assez brutale et rapide, puisqu'on voit notamment sur le premier histogramme que en 2 ans, la digitalisation a doublé et même en quelques mois, entre décembre 2019 et juillet 2020, on passe de 35% à 55% des produits et services digitalisés. Donc, c'est vraiment un phénomène profond, assez brutal, ce qui explique qu'on utilise le terme de transformation digitale. Ce n'est pas juste un changement. Un changement, c'est quelque chose qui est compliqué, on le sait tous. L'accompagnement du changement est important aussi, mais là, on n'est pas dans une histoire de changement, on est vraiment dans une histoire de transformation. Et donc, c'est beaucoup plus complexe. Il y a cette notion de complexité. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Un changement, c'est une situation dans laquelle on va avoir une compréhension progressive, on va avoir besoin de temps, on va avoir besoin d'acquisition de connaissances et on va pouvoir faire face grâce à ces ressources-là. En revanche, quand il s'agit de complexité, ce qui est le cas de la transformation, la compréhension est partielle des informations, beaucoup plus changeante, dans le sens où, on l'a vu, et ça a été vrai aussi pour la crise sanitaire en tant que telle, tous les jours, les informations ont évolué, donc on pensait avoir intégré, compris le phénomène, et puis finalement, tous les jours, des nouveaux éléments qui venaient remettre en question ce qu'on avait compris. C'est ce qui se passe dans le cas d'une transformation, en fait. J'aime bien utiliser aussi la définition d'Edgar Morin sur le sujet qui disait « Notre niveau de connaissance ne nous permet pas d'apprivoiser l'ensemble des informations quand on est dans un contexte de transformation. » En fait, dans le changement, on va utiliser un raisonnement logique qui va pouvoir être efficace. Dans une situation de transformation, une situation de complexité, ce raisonnement logique, cette méthode traditionnelle de résolution de problèmes, elle ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit utiliser ? On va le voir un petit peu plus loin. Je voudrais juste avant souligner les répercussions de tout ça pour les collaborateurs, pour les managers. Pour les collaborateurs, on a tous traversé ça, donc on sait ce que ça fait, ce sentiment d'être d'être dans un environnement mouvant en permanence, difficulté d'anticiper nos actions, comprendre le fonctionnement de ce qui se passe. Pour les managers, ça a été un double impact parce que ils l'ont vécu pour eux-mêmes déjà et ils ont dû aussi continuer à manager, à accompagner leurs équipes
en ayant cette complexité à gérer, avec beaucoup de zones d'incertitude, beaucoup de flou dans leur façon d'avancer. Recueillir de l'information ciblée aurait sans doute été utile encore plus que d'habitude, parce qu'un manager à distance connaît aujourd'hui les difficultés que ça peut représenter. Donc, recueillir plus d'informations sur les équipes et notamment le degré d'agilité digitale, c'est de chacun. C'est vraiment important dans cette situation. Je pense que si vous avez managé des équipes, vous voyez de quoi on parle. Pour situer un petit peu des contextes particuliers, des exemples d'entreprises qui ont été confrontées à cette transformation digitale et pour lesquelles la situation a été particulièrement difficile, je voudrais juste vous raconter en quelques mots l'histoire de deux sociétés. Donc, la première étant une société de services en B2B de 600 collaborateurs dans le domaine RH, comptabilité, etc. Le contexte était une fusion de plusieurs filiales qui utilisaient toutes des systèmes d'information différents. Donc, la volonté de l'entreprise a été d'uniformiser le système et d'utiliser une messagerie, un système de collaboration qui soit commun. Alors, beaucoup d'utilisateurs avec des niveaux différents, certains très habitués au digital, d'autres beaucoup moins. Forte résistance au changement de la part de certains membres du CODIR dans cette entreprise en particulier. Donc, nécessairement, ça se répercute sur le reste de l'entreprise. La décision de changer de système d'information, elle appartenait plus au DSI qui venait d'être embauché qu'à l'ensemble des collaborateurs, bien sûr, comme c'est souvent le cas. Donc, vraiment, gros challenge pour réussir à inculquer les bénéfices du changement à tout le monde. Et après 1 an de déploiement, on a constaté malgré tout une résistance encore très présente chez un certain nombre de collaborateurs, peut-être sans doute ceux qui avaient une appétence pour la technologie moindre ou qui étaient moins à l'aise avec ça. Deuxième cas, une société de la grande distribution présente en France, dans quelques pays d'Europe aussi. Le défi, c'est le changement de système de messagerie, le passage à la collaboration via le cloud. 40 000 employés, beaucoup d'employés qui n'ont pas du tout d'appétence pour la technologie, beaucoup de magasins, donc de personnes, de collaborateurs qui travaillent au sein des magasins et qui ne sont pas sensibilisés spécialement au digital. Forte résistance au changement, méconnaissance, incompréhension face au nouvel outil. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Est-ce que vraiment on va y gagner? C'est vraiment ce sentiment que ça fasse pas avancer leur bien-être au travail ou leurs compétences qui étaient ressenties à ce moment-là. Donc, il a été décidé de former tout le monde. Mais la difficulté a été de savoir comment choisir les collaborateurs qui allaient pouvoir évangéliser, transmettre la bonne parole, former. Donc, comment les choisir? Alors, dans ces 2 cas d'école, on constate quoi? On constate que la disparité entre les niveaux des compétences digitales des collaborateurs n'a pas été prise en compte, qu'il y a eu un manque d'anticipation d'un état d'esprit qui probablement faciliterait l'intégration de la transformation digitale. Au final, la mise en place de formations qui ne sont pas forcément bien calibrées, pas forcément bien assimilées. Alors, en quoi un outil aurait pu être utile dans ces contextes-là? On arrive donc à l'outil M4Duck dont on est venu vous parler aujourd'hui. Cet outil, donc, M4Duck, ça signifie Mindset for Digital Agility Quotient. Juste pour définir un peu les termes, donc on parle de mindset et on parle d'agilité digitale. Le mindset, donc, c'est un état d'esprit, un état d'esprit dynamique, alors qui permet d'envisager, dans ce questionnaire, il est vraiment présenté sous cet angle, c'est un état d'esprit qui permet d'envisager les compétences comme des ressources qui vont être en permanente évolution, permanente progression.
On sait aujourd'hui que c'est un critère, c'est un prédicteur de la réussite professionnelle, hein, cet état d'esprit de considérer que toute notre vie et en permanence, on va acquérir de nouvelles compétences. Ça, c'est un premier aspect du questionnaire, on y reviendra un peu plus tard. Le deuxième aspect, c'est donc bien sûr le cœur du sujet, l'agilité digitale. Alors, qu'est-ce que ça signifie? De quoi on parle précisément? On parle là d'une propension à agir, à interagir de manière fluide, une disposition en fait qui va permettre d'agir, d'être en relation avec les autres d'une manière souple, d'une manière adaptable, dans ce contexte complexe dont on vient de parler, ce contexte qui est mouvant, qui est changeant. Alors, qu'apporterait ou qu'apporte le M4Doc dans ces contextes particuliers? En fait, c'est un outil qui va permettre d'avoir des éclairages sur quatre grands sujets qui sont la posture de la personne face aux événements, comment elle se situe face à l'incertitude, face au changement. Le deuxième éclairage, ça va être les atouts dont elle dispose pour pouvoir faire face à ces situations. Troisième éclairage, l'interaction avec les autres, comment elle interagit avec les autres collaborateurs dans ce contexte du digital, et quelle est sa pratique des outils digitaux, voilà, de quelle manière elle les utilise, elle les intègre déjà dans sa vie actuelle. En grisé, donc, on voit une facette qui s'appelle la désirabilité sociale qu'on retrouve souvent dans les outils psychométriques, en tout cas ceux qui sont sérieux. C'est une dimension qui informe sur la volonté de la personne de se présenter sous un jour favorable, ce qui est tout à fait légitime dans certains contextes, mais néanmoins qui reste une donnée importante à avoir en tête pour bien analyser, bien comprendre les résultats du questionnaire. Donc à utiliser dans le cadre de l'entretien qui accompagne la passation de ce questionnaire. Alors, parce que l'enjeu de la transformation digitale est particulièrement important et majeur, on va dire, au niveau européen, c'est quelque chose qui a été aussi souligné et je laisse Anthony vous présenter cet aspect. Alors, la transformation digitale, elle ne date pas d'aujourd'hui, hein, et elle a été vécue, assimilée plus ou moins avec bonheur. Simplement, avant le Covid, on se disait, bon, bah oui, effectivement, il faut s'y mettre, mais sans éprouver le même sentiment, la même pression qu'on a aujourd'hui après Covid. C'est-à-dire qu'après Covid, ça n'est plus une option. Et on n'a pas le choix et on est obligé de vivre digital. Alors, la Commission européenne s'est penchée sur la question depuis longtemps, à vrai dire, hein, sur la transformation digitale, et elle a pris comme... elle s'est basée sur une expérience un petit peu similaire mais différente, les enquêtes PISA, pour évaluer le niveau de connaissance des élèves à travers l'Europe. Et là, elle s'est dit, comment pourrait-on faire croître le niveau de compétence des citoyens européens? Et elle a bâti un référentiel de compétences digitales constitué de 21 compétences. Alors, ce référentiel, pourquoi? Bon, bien sûr, parce que effectivement, l'idée, c'est d'être compétitif au niveau international. C'est de faire un diagnostic du niveau de compétences digitales au niveau de chacun des pays. C'est de voir les disparités, de mesurer les disparités, parce que ça va permettre de mettre en place des plans d'éducation, de formation. Alors, c'est-à-dire, en fait, ça veut dire que les institutions publiques, grâce à ça, peuvent, au niveau de chaque pays, définir un programme éducatif. Et puis, les organisations peuvent également définir, mieux voir les lacunes et définir un plan de formation. Parce que, en fait, une des raisons du succès de l'implantation de la digitalisation de l'entreprise n'est pas la technique ou pas que, et n'est pas la formation ou pas que. Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, ça veut dire que si on met en place une formation pour s'assurer que tout le monde va avoir un certain niveau de compétence, bien souvent, ça ne correspond pas aux besoins parce qu'on n'aura pas mesuré les disparités, on n'aura pas mesuré les résistances que nous a indiqué notre sondage et on n'aura pas mesuré les attentes. Alors, que nous dit ce référentiel ? Donc, il s'appelle le Digital Competence Framework. Il a 5 grands domaines qui vont mesurer différentes choses au niveau de la transformation digitale, depuis la connaissance jusqu'à la résolution de problèmes. Alors, on a regardé ces 21 compétences et on les a réparties en 2 grandes catégories. Les compétences, on va dire, hard skills et les compétences soft skills. Compétences hard skills, c'est de la connaissance, c'est-à-dire savoir maîtriser Excel, par exemple. Soft skills, ça fait intervenir des notions plus psychologiques, travailler avec les autres, avec les nouvelles technologies, par exemple. Alors, j'ai le soleil dans les yeux qui me gêne, je suis désolé. Non, c'est l'autre. Excusez-moi. Merci. Voilà. Oui, alors je vous disais, donc, et puis les soft skills, donc c'est un aspect plus psychologique. Eh bien, c'est évidemment, sur nous, notre cœur de métier, c'est la mesure de la psychologie, donc c'est sous l'angle de la psychologie qu'on a mis l'accent. Et sur ces 21 compétences, 15 sont des soft skills. Et que mesure le M4Duck ? Eh bien, on s'est aperçu qu'en fait, sur les 15 compétences, on pouvait en évaluer 13. Alors, partant de ça, je vais maintenant vous montrer un exemple d'application, puisque Anne-Laure nous a donné un exemple de situation où c'était difficile pour les entreprises de mettre en place des formations et puis de s'adapter à la transformation digitale. Alors ici, vous avez un cas, c'est une grande banque européenne qui a été confrontée, comme énormément de banques en Europe, c'est-à-dire on a des succursales, donc le bureau de banque dans le quartier, qui était de moins en moins visité, et le métier de consultant conseiller bancaire qui évoluait. Donc là, on avait effectivement des postes qui étaient directement concernés par la transformation digitale, et puis en fait à l'intérieur de la banque, de nombreuses fonctions évoluaient. Donc la banque s'est dit comment accompagner cette transformation digitale, comment créer une nouvelle culture du numérique. Et pour ça, ils se sont dit que avant de faire quoi que ce soit, il fallait mesurer et faire un diagnostic de la situation. Donc, on a fait passer le M4Duck à 4000 personnes. La banque, ça n'est pas 4000 personnes. La banque, c'est, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais ça doit être de l'ordre de 100 000 personnes, peut-être même plus. Et 4000 personnes étaient pressenties comme pouvant être des promoteurs, des leaders digitaux. On a fait passer le M4Duck et là, on a fait un mapping. Et ce mapping nous a donné des résultats très intéressants. Alors, je vous explique. La matrice, on a d'un côté l'agilité digitale et de l'autre côté l'état d'esprit digital. Ça veut dire quoi ? L'agilité comportementale, c'est la pratique. Est-ce que les collaborateurs utilisent peu ou beaucoup ? L'état d'esprit digital, c'est l'envie d'utiliser, la curiosité, la volonté d'introduire des nouvelles technologies sans pour autant pratiquer beaucoup. C'est bien qu'est apparu dans la population concernée, alors je vous disais 4000, c'est très exactement 3918. On a eu le carré en bas à gauche des personnes qui n'avaient pas forcément une appétence pour les nouvelles technologies, aussi bien en termes de pratique qu'en termes de
curiosité, volonté d'introduire des nouvelles choses. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient hostiles, pas du tout. Simplement, pour diverses raisons, ils n'éprouvaient pas le besoin de modifier leur façon de travailler. Le carré en bas à droite, c'était des personnes qui pratiquaient, mais qui n'éprouvaient pas le besoin d'introduire de nouvelles pratiques, d'introduire de nouvelles façons de travailler. Le carré en haut à gauche, ce sont des personnes curieuses, volonté d'introduire de nouvelles choses, mais n'ayant pas une tendance à beaucoup pratiquer. Et enfin, le dernier carré, des personnes qui à la fois voient l'intérêt des nouvelles technologies, sont motrices pour introduire des nouvelles choses et qui pratiquent beaucoup. Eh bien, c'est évidemment dans ce carré qu'ont été sélectionnés 900 leaders digitaux. Alors ça, c'est une première chose, mais évidemment, la banque ne s'est pas arrêtée là. On a 900 leaders digitaux qui vont promouvoir un phénomène de transformation à l'intérieur de la banque, qui vont montrer l'utilité de changer, l'utilité d'utiliser les nouvelles technologies. Et à partir de là, la DRH a pu réfléchir à un plan d'accompagnement et de formation des collaborateurs. Et comme on pouvait mesurer les freins, les intérêts, personne par personne, la DRH a pu mettre en place des formations adaptées aux besoins et adaptées aux différents niveaux de chacune des populations concernées. Donc voilà un exemple où, grâce, entre autres, au M4Doc, la transformation digitale s'est faite avec beaucoup de succès. Je voudrais maintenant, alors là on voit une utilisation collective et je voudrais maintenant vous présenter une utilisation individuelle et un cas concret. Alors d'autant plus concret que on est tous ici pour l'avoir vécu. Alors Margot, que vous voyez à l'écran, travaille dans le digital quotidiennement. Et on lui a dit, écoute Margot, est-ce que tu veux passer le questionnaire parce que tu corresponds à une personne qui utilise beaucoup, ce serait intéressant de voir comment tu te situes sur sur le profil que nous a présenté Anne-Laure. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Alors, voilà le profil. Alors, il est présenté sans les scores parce que vous ne pourriez pas interpréter les scores, mais on a des résultats sous forme de égal, plus et moins. C'est une comparaison, alors comme tous les outils psychométriques, c'est une comparaison par rapport à une population de référence. Égal, ça veut dire la personne se situe comme la plupart des gens, plus la personne est plus que la plupart des gens, et moins la personne est moins que la plupart des gens. Bon, et là, on voit en rose foncé plus, en rose pâle moins, et égal en blanc. Alors, il y a plein de choses qu'on peut dire à partir de ce profil. Je voudrais attirer l'attention sur deux choses. La première, quand on a vu pratique digitale élevée et confiance en intuition faible, on a posé une hypothèse. Alors, ça veut dire quoi, on a posé une hypothèse ? Ça, c'est vrai quand on utilise des questionnaires en général. On fait passer un questionnaire et ensuite, on fait un entretien parce que se baser uniquement sur un questionnaire, ce n'est pas suffisamment précis. Et donc, on a besoin d'échanger avec la personne qui va donner du sens aux dimensions. Donc, nous, on pose une hypothèse en analysant le profil et ensuite, en entretien, on dit à Margot, Margot, tu pratiques beaucoup et est-ce que c'est par la pratique que tu compenses le fait que tu n'utilises pas ton intuition et que donc, face à des nouveautés que tu découvres, plutôt que de faire confiance à ton intuition, la somme de la pratique constitue chez toi un background qui va te permettre de faire le tri de ce que tu considères utile ou pas. Effectivement, Margot. Oui, on en avait parlé. C'est bien ça, Margot ? Oui. Et donc,
Margot nous dit, ben oui, effectivement, c'est par ma pratique que je vais augmenter ma confiance et utiliser avec encore plus d'agilité. Alors c'est intéressant parce que ça permet bien sûr une certaine prise de conscience et ça peut, alors ensuite hein, on travaille avec les personnes sur des plans de développement et en particulier les amener à prendre conscience qu'il y a des choses qu'elles n'utilisent pas et elles pourraient utiliser. Alors ça c'est la première des choses. La deuxième chose qu'on remarque c'est ouverture au changement et collaboration à travers la technologie très élevée. Alors pareil, on pose une hypothèse et on dit à Margot, ta curiosité concernant les nouvelles technologies t'amène-t-elle à être motrice dans l'équipe et à vouloir travailler avec ces nouvelles technologies et à partager et à utiliser ça comme un moyen de travail en équipe? Donc, je te pose la question, Margot. Mais oui, de toute façon, ce qu'on a vu ensemble avec Anthony et Anne-Laure, c'est que c'est vrai que ces regroupements, ils étaient vrais et ils étaient ressemblants par rapport à mes pratiques et notamment à ma personnalité. Je reviendrai peut-être après sur mon expérience globale du test. Mais, oh bah non, je t'en prie, vas-y maintenant parce que. D'accord. Ouais. Oui, il n'y a pas de souci. J'ai passé le test il y a 2 semaines de ça. J'ai mis une vingtaine de minutes à le passer. Il y avait environ une quarantaine de questions, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc Il une y en a vingtaine de plus, minutes. je crois qu'il y en a quelque chose comme 70. 70? Ouais. Ça veut dire que c'est passé vite alors pour moi. Donc les questions étaient faciles à comprendre. J'ai pas eu de difficulté à le passer. Et après, dans la restitution, donc du coup, j'ai pris 1 heure de mon temps avec Anne-Laure et Anthony notamment pour cette restitution. Donc d'abord, il y a eu un échange plutôt de ma part sur mes ressentis du test et les domaines qui me semblaient être plus forts que d'autres et ceux qui me semblaient être plus faibles. Et après, on a eu un échange du coup sur mes résultats. Bon, là, vous voyez des plus, des moins et des égales, mais c'était en chiffres. Et donc, on a eu cet échange pour savoir si ça correspondait vraiment à ce que moi, j'avais perçu de ce test. Et on a eu cette réflexion de c'est vrai, les résultats étaient plutôt vrais et plutôt ressemblants à ce que je percevais de ma personne, en tout cas. Voilà. Et après, on a regroupé, comme tu l'as fait, Anthony, là, en direct, plusieurs domaines pour savoir ce que ça pouvait dire, ces résultats. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, peut-être. Oui, non, mais absolument. Et on voit, avec un profil comme celui qui nous est fourni par le M4Doc, comment on peut mettre en place, d'abord aider la personne à prendre conscience et ensuite, on va pouvoir mettre en place des formations adaptées. Parce que ce n'est pas la même chose de mettre en place une formation pour des personnes qui ont une pratique digitale faible et pour des personnes qui ont une pratique digitale élevée, pour des personnes qui sont amenées à travailler avec la technologie en équipe ou des personnes qui sont amenées à travailler avec la technologie face à un écran. Et donc, on voit à quel point ça va permettre d'élaborer des plans de formation plus efficaces où chacun y trouve son compte. Parce que là, on a terminé, par rapport au sujet et ces technologies de pointe, mais attention, risque, équipe à la traîne, on voit là qu'on a une possibilité d'aider les équipes et puis aussi de dédramatiser parce que les nouvelles technologies, parfois les gens s'en font des montagnes et c'est l'occasion de réfléchir sur la base du profil M4Doc. En fait, ça vient de quoi ma résistance? On n'a pas toutes les réponses évidemment, mais on peut voir certaines réponses au blocage à travers le profil M4Doc. Voilà, on en a terminé pour notre présentation et maintenant on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Ça tombe bien, j'ai une question. Bon, là, quand on regarde le profil, on se dit qu'il n'y a pas de problème quant au projet numérique. Comment on interprète le bien-être numérique en moi?
Oui, oui, oui. Alors, bien-être numérique. En plus, la personne fait attention à l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Bien-être numérique en moins, la personne passe, ce qui est sûr, ce qu'on peut dire, la personne passe beaucoup de temps sur son téléphone, devant son écran, à naviguer sur Internet. Ça, c'est une information qui est fiable. Est-ce que le fait qu'elle passe beaucoup de temps crée chez elle un mal-être? C'est l'entretien qui peut nous le dire. Nous, le questionnaire ne peut pas nous le dire. En l'occurrence, Margot, on peut poser comme hypothèse, passe beaucoup de temps sur le numérique, aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle, et ensuite, à elle de nous dire, est-ce qu'elle le vit comme quelque chose qui prend trop de place ou c'est normal, aujourd'hui, la vie est organisée autour du numérique. Je peux peut-être répondre à cette question. C'est générationnel aussi. Oui. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que moi, je fais partie du... Juste que je te coupe, Margot, par rapport à la façon dont tu introduis le sujet, Anthony, où tu as dit une utilisation vie privée, vie professionnelle. Je rappelle quand même que Margot ne travaille pas en dehors de ses horaires de travail. Oui. Non, oui, absolument. Mais en fait, ce que nous dit cette dimension, c'est elle passe beaucoup de temps sur les nouvelles technologies. Donc, nous, on ne sait pas si c'est elle utilise les nouvelles technologies au bureau ou à la maison. Ce qu'on sait, c'est qu'elle passe beaucoup de temps avec les nouvelles technologies, et c'est pour ça que l'entretien est indispensable. Oui, mais après, ça reflète, c'est vrai, ma génération. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps sur les écrans et notamment sur les réseaux sociaux. On n'est plus sur les canaux traditionnels, la télé ou la presse écrite. Aujourd'hui, on s'informe via les réseaux sociaux. On est 45% des 18-35 ans à s'informer via les réseaux sociaux. Donc, c'est plus reflet de ma génération et c'est plus reflet aussi de ma curiosité plutôt qu'autre chose. Et c'est pas le fait que je ne sais pas dissocier vie privée et vie professionnelle, en tout cas. Oui. Non, c'est peut-être que le sujet justement de la déconnexion, vu comme quelque chose qui contribue à un bien-être, et pas forcément une priorité, en fait, par rapport à toi et par rapport sans doute à ta génération. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui vivent ça plus comme un mal-être d'être surconnecté, on va dire. Moi, par exemple, voilà, quand je rentre, si j'ai fait 7 vidéos dans la journée, un webinar et une centaine de mails, j'ai juste envie de mourir. Donc, évidemment, le soir, je m'accorde quand même un peu de temps de déconnexion. Si je prends ma fille qui va avoir 17 ans, si elle a pas ses 12 heures de téléphone par jour, le mal-être est inverse. Oui. Oui. Cette dimension, elle donne l'information. Est-ce que c'est un sujet important pour cette personne ou pas? Cette histoire d'équilibre, de temps passé sur les écrans. Est-ce que vous recommandez des formations suite à ces tests? Oui. On propose une formation pour le F4Doc d'une journée et demie. Oui, parce que, en fait, la formation, elle aide à comprendre le contenu de chacune des dimensions, parce que derrière un titre de dimension, chacun peut interpréter différemment. Donc ça, c'est le premier aspect d'une formation. Puis le deuxième aspect d'une formation, c'est de faire des croisements, c'est-à-dire de donner du sens en mettant deux dimensions l'une à côté de l'autre. Ça se fait pas spontanément et intuitivement. Donc, pour ces deux raisons, on fait une formation. Ouais. Alors non, la question, c'était pas tout à fait ça. C'était suite au résultat, tu vas inciter les gens à leur dire, voilà, typiquement, je sais pas, propension au risque, par exemple, c'est négatif. Vous devriez inciter vos collaborateurs à suivre tel cursus, par exemple, tel parcours de formation, sans leur donner le nom d'un organisme, mais en leur disant, voilà ce qu'il faudrait développer et vers quelle formation il faudrait aller. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à la question. Les organisations s'appuient sur ces résultats pour organiser leur plan de formation. Effectivement, s'il y a beaucoup de personnes qui apparaissent comme, par exemple, imaginons, ne se préoccupent pas de la sécurité numérique. Oui,
ce sera intéressant de mettre en place une formation. Maintenant, si la question est au niveau individuel, une personne a des atouts, mais aurait besoin de s'améliorer dans certains domaines. Est-ce qu'une formation est utile? Si, enfin, moi je pense qu'effectivement, on l'a constaté, hein, avoir identifié où se situe le blocage, en fait, où se situent les difficultés, permet de prescrire effectivement que peut-être une formation justement sur la gestion de l'incertitude. Ce sont des choses qui existent, hein, dans l'accompagnement au changement notamment. Ça peut être utile de travailler sur ces aspects-là. Ça peut se passer aussi en dehors de formation, plus sur des accompagnements de type coaching ou voilà, pour mettre en place en fait l'état d'esprit qui va permettre d'accueillir et d'intégrer des connaissances plus techniques, j'ai envie de dire. Donc ça permet de voir en fait voilà, où se situe le blocage. Est-ce qu'il est à un niveau plus psychologique de résistance par rapport à la nouveauté ou à l'incertitude, ou est-ce qu'il s'agit plus de difficultés sur des outils de technologie digitale? Je pense que dans un premier temps, quand on le fait passer à une population, ça permet d'en ressortir les grands traits qui sont liés à la population et par exemple de dire tiens, il y a un problème lié aux pratiques du digital en général et donc on va imaginer un plan de formation global pour la population. Et puis ensuite, si on constate des écarts importants concernant certaines personnes, on peut s'attarder sur des plans de formation individualisés. Mais disons, l'intérêt de cet outil, je le vois vraiment comme dans le cadre de projets de transformation. On t'a donné des exemples tout à l'heure. On peut aussi donner l'exemple des mutuelles, des prévoyances, du secteur bancaire, qui sont des secteurs, j'allais dire, en perpétuelle reconstruction et qui sont ultra numérisés et à grande vitesse depuis les 5 dernières années. Ce type d'outil peut leur permettre effectivement d'analyser assez rapidement où mettre l'accent en matière de formation pour accompagner leurs collaborateurs. Oui, clairement. Oui. Ok, c'est très clair. On arrive à la fin. On vous a mis le contact. Oui, c'est ça. @juntipsy.com. Anthony Herbe, de toute façon, vous l'avez également sur LinkedIn. Vous pouvez le contacter directement. Exactement. Soit via ce mail, soit via son profil LinkedIn. Oui, absolument. Avec plaisir. On a fait le tour de la question, c'est très clair. Ce webinaire, vous le retrouverez en replay sur MyRHline d'ici demain. Et puis, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et merci à tous les trois d'avoir participé à ce webinaire. Merci Margot. Merci à toutes, à tous. Merci Christophe, merci Margot. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.